Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler de R, du tidyverse, et plus particulièrement aujourd'hui, voir comment on peut extraire des données, récupérer des données à partir d'un site web, comparer ça à ce qu'on pourrait faire avec un traitement avec un tableur, et ensuite, une fois qu'on aura récupéré les données, faire quelques analyses de ces données, visualisation simple, montrer quelques petits trucs, astuces qu'on peut faire dans tout ça. C'est parti. Alors, les données avec lesquelles on va travailler, elles viennent d'un site qui s'appelle Advent of Code, le code de l'Avent, calendrier de l'Avent du code. C'est un site qui propose tous les jours pendant l'Avent des petites énigmes à résoudre. C'est pas lié à R, chacun peut s'amuser à résoudre ça avec les méthodes, les langages qu'il veut. Alors il y a un peu de tout, bon, je rentre pas dans le détail. Le principe c'est quoi? C'est que pour chaque jour, il y a un problème, et dans ce problème, deux puzzles à résoudre. Bon, là, je les ai résolus. Alors, je vous montre les réponses parce que de toute façon, chaque participant a des données qui sont individualisées, il n'y a pas moyen de copier, donc c'est vraiment pas mal foutu. Et donc, on a ça depuis plusieurs années. Si on regarde, voilà, ça a démarré en 2005. Alors, j'ai gagné quelques étoiles par-ci par-là, mais si on met un petit peu plus, c'est pas mal du tout. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, pour ces différentes années, c'est en haut, on a les stats. Alors c'est cette page-là qui va nous intéresser. Alors cette page-là, ou ces pages-là, puisque le but, ce sera bien sûr, non pas de récupérer une année, mais de pouvoir récupérer les stats de toutes les années. Alors, première réflexion, et j'ai fait ça pendant longtemps avant de connaître R ou le tidyverse, c'est de dire, eh ben, on va y aller, hop, on sélectionne, on fait un copier coller qu'on envoie dans un tableur. Alors on sait avec un peu d'étude qu'il faut faire ça, pardon, c'est pas en format HTML justement, un collage spécial de texte non formaté, et là il nous propose, puisqu'on avait vu que les données récupérées, alors si on les regarde un peu plus près d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a? Ça a la forme d'un tableau avec 4 colonnes, une colonne le jour. En jaune, ce sont le nombre de personnes qui ont résolu les deux énigmes. Alors, au passage, on voit que beaucoup de monde s'y met au premier jour et puis que ça diminue nettement les jours suivants. La colonne d'après, c'est ceux qui n'ont résolu qu'une énigme sur les deux. Et une petite visualisation là avec un système d'étoiles, de proportions, voilà, 5000, 1000, ça donne à peu près ça. Donc je reviens à mon tableur, voilà, j'ai les données, donc là si je changerais, elles vont être mises dans une seule colonne, pas très intéressant. On peut essayer de les séparer avec des espaces. Mais si on fait ça, on voit que c'est un petit peu le foutoir. On pourrait se dire on va décaler, apparemment c'est le bas qui est décalé, mais une fois qu'on a fait ça, on voit qu'il y a d'autres décalages. Enfin voilà, faire ça à la main, même pour seulement 25 lignes de données fois 6 pages, puisqu'on a 6 années, ce serait vite galère. Et puis surtout, on imagine que si on a un beaucoup plus grand nombre de lignes et d'années à récupérer, ça va vite devenir hyper long à faire ça avec un tableur. Donc on oublie. Alors, pour récupérer les données, on va commencer à préparer. Voilà. Donc dans RStudio, je lance là, je replace. Je mets mon petit format de RMD perso, donc c'est Scrape, Advent of Code. Alors, de quoi on va avoir besoin en plus du tidyverse? De la librairie RZest. C'est ce package-là qui va nous permettre, qui va amener des fonctions qui vont permettre d'extraire les données du site. Alors, de quoi on a besoin pour ça? On a besoin de l'URL de la page. Alors, si on retourne, l'URL de cette page-là pour 2017, c'est Advent of Code 2017 stat. Si on regarde d'un peu plus près les autres années, on va se rendre compte que l'URL a la même syntaxe, Advent of Code /l'année /stats. On peut en faire d'autres autres, mais voilà, c'est souvent le cas.
toutes les pages similaires ont des syntaxes similaires. Alors, on aura donc besoin de cette URL là. On va le faire d'abord pour une année. Et on verra après que c'est pas compliqué d'étendre ça pour récupérer toutes les années. Une fois qu'on a l'URL, alors il faut regarder un petit peu, inspecter un petit peu le code HTML de la page. Très souvent, sur Wikipédia par exemple, les tableaux de données sont au format dans des tables HTML. Ici, on est dans un cas où c'est pas le cas. Alors, si on regarde un peu plus près, ce tableau, il est dans une balise près. Je suis pas spécialiste de HTML, donc je sais pas exactement ce que c'est. Qui a une classe stats, et chaque ligne, elle est, c'est une balise A, un lien, dans lequel on voit qu'il y a des éléments de texte qui correspondent à chaque colonne, 25, colonne 5070, qui a résolu 2 énigmes, une énigme, et puis on a les étoiles jaunes, les étoiles grises. Ça nous intéressera pas forcément dans l'analyse, mais enfin voilà. C'est ça qu'on veut récupérer. Donc on a besoin de repérer voilà, dans quelle balise globale ça se trouve, et les sous-balises, donc A, et puis c'est le texte qui va nous intéresser. Je retourne dans RStudio. Alors, donc j'ai saisi mon URL. Pour récupérer le code HTML, on va utiliser la fonction du package XML2 qui est readHTML de l'URL qu'on vient de récupérer. Si on regarde à quoi ressemble HTML, voilà, on a un vecteur avec 2 lignes où on retrouve visiblement du code HTML. C'est pas très lisible, donc on va rajouter à ça. Alors on va appeler ça, voilà, ce qui nous intéressait, le texte. Donc on va reprendre HTML, et il y a une deuxième fonction qui nous servira pratiquement tout le temps, c'est la fonction readNodes, lire les nœuds, et là comme premier paramètre, enfin le premier paramètre c'est HTML bien sûr, le deuxième ça ressemble au CSS. Donc on avait dit qu'on avait une balise qui s'appelait pré, dont la classe était stats. Et dans cette balise, ce qui nous intéressait, c'était les liens A. Et une fois qu'on aura récupéré tous ces nœuds-là, on va, troisième fonction de Harvest, extraire le texte. Donc, on y va. Pardon, c'est pas readNodes, c'est HTMLNodes, je crois. Voilà. Et si on regarde d'un peu plus près, ce qu'on obtient, voilà, on a un vecteur où chaque ligne correspond à une ligne de notre tableau. Alors, c'est là qu'on comprend peut-être pourquoi on avait on a essayé de le passer dans le tableur, là, ces formats un peu décalés. Ici, ça présente très bien parce que, si on regarde, voilà, entre le jour et la première colonne, on voit que des fois, il y a plusieurs espaces, et puis pour que ça présente bien, là, ici, où on a un deuxième nombre à 5 chiffres, il y a moins d'espace, et ainsi de suite. Donc ça présente très bien, mais ça mettait un peu le souk dans Excel. Pour ne pas avoir le même problème ici avec R et le Tidyverse, on va passer par une fonction qui est super pratique, c'est la fonction strsquish. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Dans des chaînes de caractères comme on a là à chaque ligne, où il y a entre les mots, on va appeler ça les mots, les différentes valeurs qu'on a et les étoiles, ce serait pareil sur du texte, quand on a des espaces superflus, la fonction strsquish va garder un seul espace entre chaque mot. On y va, voilà, alors, voilà. Là, entre chaque mot, on n'a plus qu'un seul espace. Alors évidemment, ça fait moins joli sur une présentation comme ça, mais c'est pas du tout le but d'avoir ça. Donc, on va simplement, maintenant qu'on a ça, relancer le code, voilà. Donc dans texte, on a déjà quelque chose qui va être beaucoup plus facile à manipuler. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va, alors, très souvent, première chose, c'est de convertir ça
en data frame, en table. Voilà. C'est souvent un bon point de départ. Alors, à partir de là, ce qui nous intéresse, ce serait d'avoir non plus une colonne, parce que si on arrive là, voilà, on a un data frame avec une seule colonne où il y a toutes les infos, c'est évidemment d'avoir pour chaque donnée une colonne. Pour ça, on a la fonction separate qui va séparer. Alors, qu'est-ce qu'elle va séparer? Value, la colonne value qui vient d'être créée par Vetable, et on indique ensuite into, pardon, les 4 colonnes. Donc la première colonne, ce sera le jour. La deuxième colonne, ce sera... Alors la première colonne, elle correspond aux gens qui ont solutionné les 2 énigmes. La colonne suivante, ceux qui n'ont solutionné qu'une énigme. Et ensuite, les étoiles, qui nous servira, je pense, pas beaucoup par la suite. Voilà. Et si on l'exécute, on voit voilà, qu'on a bien un beau data frame avec différentes colonnes. Alors, bon, stars, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il est parti, les étoiles ont disparu. De toute façon, elles n'allaient pas beaucoup, on n'allait pas s'en servir. Donc on peut enlever cette colonne-là. Ensuite, les 3 premières colonnes, eh ben, elles sont sous forme de caractères. Donc on va les convertir en entier. Alors, pour ça, on fait un mutate, fonction récente, across. Donc, across, ça veut dire qu'elle va appliquer la même fonction, et on sélectionne donc les colonnes, les 3 premières colonnes de jour jusqu'à la colonne nommée 1. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces fonctions, avec ces colonnes-là? On va les convertir en entier. Voilà, et on voit qu'on est passé de caractère à entier. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ça servira après quand on essaiera de traiter les différentes années. On va rajouter l'année. Je mets les mots anglais, c'est un peu plus court à taper. Et donc là, c'était pour 2017, pour cette fonction-là. Voilà. Donc, on a scrapé les données et mis ça en forme, donc on a un beau tableau Excel. Voilà comment ça marche pour une année. Maintenant, pour toutes les années. En gros, on va faire la même chose, mais simplement, ce qui va changer, c'est le 2017. Donc pour ça, on va passer par une fonction. Alors on va appeler ça getStats. Donc une fonction qui évidemment va prendre en paramètre l'année. Alors, je ne m'embête pas, je recopie pour l'instant le code tel quel. Alors, on met un peu en forme. Donc première chose, l'URL. Évidemment, il va falloir ici modifier ça pour que on puisse intégrer l'année. Donc je découpe le texte et j'intercale. Et puis je rejoins tout ça avec la fonction paste0 qui colle sans mettre d'espace entre eux. Ensuite, on récupère l'HTML. Tout ça, ça ne change pas. Et le deuxième changement, on va mettre ici le paramètre. Alors j'ai vu ça sur des vidéos sur YouTube, et ça c'est pas mal. Quand on fait un mutate, on peut mettre, et ça permet de bien différencier le nom entre guillemets. Voilà. Et voilà. Ce que va retourner la fonction, c'est la dernière opération exécutée. On fait un petit essai, on va prendre la même année. GetStats 2017. Voilà, et on récupère bien le même tableau que celui qu'on avait tout à l'heure. Nickel. Donc, une fois qu'on a ça,
comment faire pour d'un seul coup récupérer toutes les données des 6 années, donc de 2015 à 2020. Pour ça, on a le package pur qui est inclus dans le tidyverse et la fonction map et ses dérivés. Donc ça, c'est vraiment un outil super puissant. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement, on va appliquer la fonction qu'on vient de créer, getStat, aux années qui vont de 2015 à 2020. Voilà, et si on regarde ce que ça donne, alors, pas très visible comme ça, regardez dans la console, qu'est-ce qui se passe? On a bien, pour chaque année, voilà, le tableau, donc là c'est pour l'année 2015, 2016, 2017, simplement, le résultat est peut-être pas super pratique, puisque on a ça sous la forme de 6 listes. Il y a une variante qui va être ici très judicieuse, de map, qui justement va nous donner un meilleur résultat. Map DFR, DFR c'est pour Data Frame by Row. Si je fais ça, et ben, on va voir ce que ça donne. Voilà. Là, les différentes tables qu'on avait tout à l'heure, elles ont été mises l'une à la suite de l'autre. Et donc on voit qu'on a récupéré toutes les années. Voilà, on a exactement ce que l'on cherchait, un seul data frame avec toutes les données des 6 pages en même temps. Donc vraiment, utilisation très très puissante de les fonctions mapdfr. Donc, une fois qu'on a créé la fonction d'extraction, ça va très très vite pour récupérer les données. Donc là c'est pour 6 pages de 25 données, mais imaginez encore une fois des très grands tableaux avec un nom ou quelques centaines de pages. Alors ça prendra un peu de temps pour scraper, mais à la fin on a un format qui est idéal pour en faire ensuite de l'analyse de données. Deuxième partie, donc on va passer à l'analyse des données qu'on vient de scraper. Donc on avait on a un vecteur de 130 lignes avec 4 observations. Le jour du mois, de la décembre, dans ce calendrier de l'avant. 2, ça correspond au nombre de personnes qui ce jour-là ont solutionné les 2 énigmes. 1, ceux qui n'en ont résolu qu'une, et puis l'année ensuite. Donc qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Bon, on va tracer différentes graphes. Alors avant de passer à ça, voilà, ce data frame il est pas mal, mais on va faire mieux puisque sur chaque ligne finalement on a 2 observations. On a les 2 comptages différents, ceux qui ont résolu 2, ceux qui n'ont résolu qu'une énigme. Par expérience, et à force de faire, on se rend compte que c'est pratiquement à faire à chaque fois, se débrouiller pour avoir ce qu'ils appellent un jeu de données tidy. C'est-à-dire qu'à chaque ligne va correspondre une observation. Alors, on va convertir le data frame qu'on a créé juste avant au format long. Donc j'appelle ça AOC long. Et pour ça, on a la fonction pivot longer. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Eh ben, elle va séparer chaque ligne en 2 lignes différentes où sera indiqué qu'est-ce qu'on mesure. Donc là, ce sera est-ce qu'on mesure ceux qui ont résolu 2 ou une énigme, et puis la valeur mesurée. Donc pour ça, on indique en premier les colonnes qu'il va falloir séparer. Donc là, alors ça fait un peu bizarre d'écrire 2 puis 1, voilà, de la colonne 2 à la colonne 1. Si on avait 4 ou 5 colonnes, on pourrait étendre le principe. Et puis deux paramètres, names2, comment on va nommer ici la variable obtenue. Donc moi j'appelle ça métrique. Qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure 2 ou 1? On appelle ça métrique. On pourrait dire success, énigme résolue, bon là c'est plus court. Et puis le nom de la colonne qui va récupérer les valeurs. Par habitude, je mets value. Qu'est-ce qu'on obtient? Voilà. Par rapport au jeu de données précédent, on a, par exemple, donc pour le 25 décembre 2015, on a bien 2 lignes, et sur chaque ligne, voilà, on sait que de ceux qui ont réussi 2 énigmes, c'est 3216, ceux qui n'ont réussi qu'une énigme,
c'est 1332, et donc on a doublé évidemment. On avait 130 données, puisque pour chaque jour on a séparé en deux, on a bien à la fin 260 lignes dans le nouveau tableau. Alors, une fois qu'on a ce format long, eh ben, on peut commencer les représentations graphiques. Alors, par exemple, on va regarder l'évolution au fur et à mesure du mois pour chaque année du nombre d'énigmes résolues, que ce soit 2, que ce soit 1. Pour ça, donc on envoie ça dans ggplot. Donc en abscisse, ce sera le jour. En ordonnée, le nombre d'énigmes résolues, donc c'est la colonne value qu'on vient de créer. Et on va faire un graphique en ligne. Et puis on va faire ça pour chaque année, donc le facet wrap qui va me faire un petit graphe pour chaque année. On a appelé ça year. On y va. Oups, j'ai appelé ça day, mais j'aurais dû mettre ou tout en anglais ou tout en français. C'est jour. Alors, on a une courbe en zigzag. Alors ça arrive souvent. Oui, c'est parce que en fait, j'ai pas précisé. Il faut que je sépare. Là, il rejoint à chaque fois les deux métriques dont on a parlé. Et donc, ce paramètre, on a tout fait pour en plus, il faut le mettre par exemple en couleur. Voilà. Et là, on a facilement, voilà, on voit bien pour chaque année l'évolution. Alors, elles sont assez similaires. On va agrandir, ce sera plus lisible. Ouais, bon, évidemment, en 2020, ça vient de démarrer, donc il n'y a qu'une avance de courbe. Mais voilà, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui commence, et puis au fur et à mesure, bah, ça s'essouffle. Alors, il se trouve aussi que je crois que plus ça avance, plus les énigmes sont compliquées. Donc c'est peut-être simplement la difficulté qui fait qu'il y a moins d'assiduité à la résolution des énigmes. Bon, mais on a quand même des courbes relativement similaires en 2015, 18, 19, 17. 2016, c'est pas tout à fait pareil. Là, on voit que il y a eu beaucoup moins de monde qui a fait ça en 2016. Alors, autre visualisation qu'on peut faire, on va toujours tracer en fonction du jour, des valeurs, et on va essayer de voir par année donc toujours graphique en ligne. On va essayer de voir sur le même graphe l'évolution par année. Et là, on va mettre nos facettes, on va essayer de voir ça pour chaque métrique. Alors, il veut pas de jour, pardon, ça c'est... Donc l'erreur, elle vous dit que ne connaît pas l'objet jour, mais ça c'est pas que... Dans le data frame, il y a bien jour, mais c'est que j'ai oublié de mettre l'AES qui crée cette erreur. Ça m'arrive très souvent. Voilà. Alors, deux choses. On a encore un graphique en zigzag, et puis l'échelle de couleur, elle est graduelle, ça m'intéresse pas. Pour éviter ça c'est le petit truc, parce que ça arrive très très souvent, il faut mettre la couleur year là en facteur. Voilà, et ça solutionne le problème. Donc, on zoome un peu. Voilà. Sur ce graphe, on a l'évolution. Alors c'est un peu tassé, surtout pour le deuxième là. Alors ça permet de comparer, hein, on voit nettement la proportion de gens qui n'ont pas résolu, qui n'ont résolu qu'une seule, par rapport à ceux qui en ont résolu deux. Et puis les lignes, bon voilà, 5 ou 6, on s'y retrouve encore un petit peu. Et sur le côté, on a les années. Quelques petites astuces
pour améliorer ce graphe. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà? Si on trouve que le deuxième n'est pas très lisible, dans la ligne Facet Wrap, on peut rajouter, on va mettre scales égale free y. Qu'est-ce que ça va faire? On va libérer l'échelle des ordonnées. Voilà. On a maintenant, sur chaque graphe, on a cette échelle. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes valeurs justement, mais ça rend peut-être un peu plus lisible le deuxième graphe. Les courbes sont, les lignes, là, les graphes en ligne, est un petit peu plus espacé. Je préfère, parce que ça permet quand même plus intéressant, la première version sans ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors ici c'est pas indispensable, mais ça pourra servir dans notre graphe. Voilà, c'est pas toujours facile de faire le lien entre les couleurs et l'échelle. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ordonner la légende là qui est sur le côté. Voilà, ce serait bien, alors ici par exemple de les mettre le rose d'abord, puis le bleu. Donc le rose c'est 2020, le bleu ou violet ça doit être 2019. Donc à chaque fois il faut faire la navette du graphe à l'échelle. Donc c'est pas très pratique. Donc ce qu'on voudrait c'est arriver à ordonnancer la légende du même style, dans le même ordre que les tracés. Alors, je reprends le code. Ce sera plus simple pour la visualisation de ne considérer qu'une seule métrique. Alors, pour arriver à ça, eh ben, on va réordonner donc les années. Donc la fonction qui va bien pour ça, c'est la fonction fct reorder. Donc on va réordonner les années en fonction de quoi? En fonction des valeurs. Ou plus particulièrement ici, la valeur maximale. Voilà, puisque en gros, à part 2, 3, mais ça se mélange pas trop, et donc si on avait l'ordre de ce qu'il y a là pour les premières années, ça rendrait le truc assez lisible. Donc on y va, on voit ce que ça donne. Oups. Oui, j'ai oublié mon pipe ici. Encore, derrière. Ah oui, alors, le problème il vient de quoi? C'est que dans mon tableau, year c'est une valeur numérique. Et donc ça complique, ça empêche de bien refaire le tri. fct reorder, c'est dans un package qui s'appelle factors, et donc si je convertis mon année en factor, normalement, voilà, ça passe. Alors ça passe, sauf que on y est presque. Finalement, on obtient l'ordre inverse de ce qu'on aurait voulu, puisque le rose il se trouve en bas. Alors on voit bien que c'est plus l'ordre chronologique, là, 2015, 17, 18 c'est mélangé, mais c'est à l'envers. Alors pour le remettre entre guillemets à l'endroit, ou en tout cas dans l'ordre que l'on veut, il faut dans ma ligne où je fais le réordonnancement, tout simplement changer value en moins value. Et là, parfait, on a bien l'ordre des années qui est celui du début de la courbe. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour rendre un graphique un peu plus joli? Mettre dans les labs, mettre ça en forme. Donc on va mettre quand en X on a jour, ce sera plus joli avec une majuscule. En Y au lieu de value, on va mettre résolu. Et puis le as factor year dans la légende, il n'est pas très joli, donc ça correspond à la couleur. Voilà. Voilà, et là on commence à avoir un graphique assez joli. Oui, je peux virer aussi, je n'avais pas fait, j'avais filtré au début
que la métrique c'était 2, donc il n'y a plus besoin des facet wrap. Voilà, on pourrait rajouter un titre, allons-y. Nombre de personnes qui ont résolu les énigmes, on va appeler ça OC, chaque jour. Voilà. Donc c'est une deuxième visualisation qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre encore? Et ben c'est de, par exemple, de cumuler ça. Alors, là aussi, en démarrant par le code, ce sera un peu plus compréhensible que oralement. Alors, déjà, pour les cumuls, on a vu qu'en 2020, il n'y a eu que 5 jours pour l'instant, donc on ne va pas considérer l'année 2020. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser, c'est de regrouper pour chaque année, voilà, voir au total, est-ce qu'on a une évolution du nombre total d'énigmes résolues par année. Donc, on fait un group by, donc c'est year par année et les métriques, et un summarize, en plus un total, qui sera la somme de toutes les valeurs obtenues. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Ben voilà, on obtient que en 2015, 310 474 personnes ont résolu 2 énigmes, 35 715 n'en ont résolu qu'une, et ainsi de suite. Donc ça se prête très très bien donc, à des représentations graphiques en colonne. Donc on fait ça par année, donc on va mettre en donné le total qu'on vient de calculer, et donc on va faire ça en geomcode. Voilà, donc on a là une première version qu'on va affiner de total par année. Donc on voit que globalement ça monte, mais on ne sait pas pourquoi en 2016 là il y a eu nettement moins d'énigmes résolues. Première modification qu'on peut apporter, c'est de faire apparaître, puisqu'on a les données, de faire apparaître la répartition entre ceux qui ont résolu 2 ou une ligne. Tout ça, pour ça c'est pas compliqué. Dans la colonne, on va rajouter, alors c'est pas color, c'est fill, le remplissage pour les colonnes. Voilà, et là on voit la répartition pour chaque année, la proportion de métrique, une énigme résolue ou 2 énigmes résolues. C'est une première façon de visualiser. Personnellement, je préfère ce qu'ils appellent position dodge pour ces représentations. Ça fait quoi? Oups. C'est pas dans la ES, pardon. Voilà. C'est de séparer en fait. Au lieu d'empiler les colonnes, on les sépare. Donc on voit très bien les deux évolutions. Voilà. Enfin, bon, les deux sont intéressants. Moi j'ai toujours une préférence pour cette deuxième. Ça c'est des questions de préférence perso. Comment on peut améliorer encore ce graphe? Alors on pourrait refaire, rechanger les titres meilleur, total, métrique. On l'a déjà fait juste au graphe d'avant. Ce qui me plaît moyennement, voilà, c'est sur l'axe des Y, les valeurs là en notation scientifique c'est pas très joli. Donc pour le changer, là on passe par scale Y continuous. Bon ça s'apprend, ça se mémorise avec la pratique. Pendant longtemps je cherchais, etc. Puis à force de le faire, on finit par mémoriser. Et donc les labels, les valeurs, donc c'est un autre package scales qui va mettre ça en forme number. Voilà, et là on a quelque chose de quand même
beaucoup plus joli. Dernier graphe qu'on va essayer de faire. Je passe toujours par mon format long. On enlève 2020. C'est regarder ça un petit peu en moyenne. Alors je dis qu'on prenait le format long, mais en fait on aurait pu prendre celui du début. En tout cas, je m'intéresse que à ceux qui ont résolu les deux énigmes. C'est juste pour simplifier un petit peu ce qui va suivre. Donc on groupe comme tout à l'heure par jour et par... Alors pas comme tout à l'heure, justement tout à l'heure on avait regroupé par année et par métrique. Là l'idée ça va être de se dire, est-ce que tous les ans, par rapport au calendrier de l'Avent, il y a des jours où les gens arrivent à résoudre plus d'énigmes ou pas. Voilà. Donc on fait un regroupement par jour cette fois. Donc pour changer un petit peu, au lieu de faire le total, on va faire la moyenne. On va regarder par jour pour chaque année, par jour pour chaque année, oui je dis bien, pour toutes les années, pardon, quelle est la moyenne du nombre d'énigmes résolues. Alors, comme souvent, quand je fais un filtre, je mets qu'un signe égal. Pourquoi ça va pas? Oui, ça va pas parce que, encore une fois, j'ai mélangé mon anglais et mon français. On a appelé ça 2. Voilà. Et avec ça va mieux. Avec ça, on va faire un ggplot. Donc, jour, moyenne. Et comme tout à l'heure, on va faire un geocall. Donc, alors pour ça, au lieu de mettre les couleurs standard grises qui sont un peu moches, j'aime bien mettre le contour en blanc et le remplissage en dark blue. Voilà. Bon, bah, visiblement, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, on avait vu qu'un plus ça avançait, moins il y avait de monde. Et il n'y a pas vraiment, à part peut-être le 7e jour, mais pas sûr que dans le calendrier de l'avant ça corresponde à quelque chose. C'est peut-être plus dû au hasard. On a un petit très légère baisse. Pas grave, pas intéressant, mais il faut souvent passer par des représentations, et puis une fois qu'on les a, se rendre compte que c'était pas forcément intéressant. Pour y trouver un petit peu d'intérêt quand même, on va finir par mettre ça un peu en forme. Alors, les titres. Alors, on va pas mettre grand chose comme titre. Sur les axes, on va rien mettre. Parce que le titre qu'on va donner au graphe va être assez suffisamment explicite. Donc ce sera la moyenne quotidienne du nombre de personnes qui ont résolu les deux puzzles. Et on va rajouter un sous-titre. Donc Advent of Code de 2015 à 2019. Alors, dernière petite chose qu'on va modifier sur l'axe des X. Alors, il y a juste un petit truc, c'est un peu moche là d'avoir le 0, il me plaît pas. Donc ce serait bien que ça commence au 1, puis après, bon, 5, 10, 15, 20, 25, ça c'est visible. Pour ça, ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, ce sera à l'échelle des X, donc scale continuous. Donc c'est pas les labels c'est vraiment le texte des étiquettes, là c'est ce qu'on appelle les breaks. C'est les séparations. Et là qu'est-ce qu'on va dire? On va commencer par un 1, et ensuite
De 5 à 25, bah ça c'est une petite séquence toute simple, de 5 à 25 par, par unité, pardon, hop, par 5. Voilà. Et là, on voit que le graphe il est un peu plus joli, puisqu'on a le premier du mois, le 5, etc. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses sur le tidyverse, le scraping et des petites astuces de tracé de graphes.